Ce film, frérot. Comment tu veux que je me dise réel après? Pourquoi tu dis ça? Stanley Kubrick. Ah ok, c'est un monstre. Mais après tout, son job, c'est quoi? Raconter une histoire, diriger les comédiens et avoir une vision. Pas un petit peu réducteur? Ouais, mais en vrai, si tu penses bien, c'est ce que tu es en train de faire là. T'es en train de nous guider. Tu nous donnes ta vision. Ouais, ok, mais frérot, c'est YouTube. Moi, je te parle du cinéma. Des Fincher, des Nolan, des James Cameron, tu vois? Tu réfléchis trop. Lorient, est-ce que tu peux nous envoyer l'interview, s'il te plaît? A lot of people ask me, what's the best advice to someone who wants to be a director? And the answer I give is very simple. Be a director. Pick up a camera, shoot something, no matter how small, no matter how cheesy, no matter whether your friends and your sister star in it. Put your name on it as director. Now you're a director. Everything after that, you're just negotiating your budget and your fee. So it's a state of mind. You never really get an opportunity. You take an opportunity. In the filmmaking business, no one ever gives you anything. Nobody ever taps you on the shoulder and say, I've really admired the way you talk and the way you draw. I think you'd make a good director. It doesn't happen that way. You have to constantly be pulling on somebody's sleeve, saying, hey, I want to direct, and you have to be willing to make sacrifices to do that. Oui, je sais. On méritait l'Oscar pour cette incroyable performance. Plus sérieusement, c'était vraiment cool de pouvoir tourner cette petite scène d'intro. Je remercie bien sûr Rémi qui s'est prêté au jeu, Lorient qui nous a aidé, la light, à la cam et surtout le théâtre de la Comédie des Suds pour nous avoir permis de tourner dans ce lieu incroyable. C'était vraiment très très cool, donc un très très grand merci à eux. En fait, j'ai vraiment eu ce dialogue avec le directeur de mon master quand j'étais en études de cinéma à l'étranger. J'étais un peu perdu, je doutais beaucoup de moi en fait. Je me sentais pas du tout légitime à m'appeler réalisateur. Et pour te placer un peu le contexte, là-bas, les mecs aux États-Unis, ils ont vraiment pas froid aux yeux. C'est-à-dire que le premier jour de cours, j'avais des gars avec moi avec des cartes de visite, avec écrit réalisateur, scénariste et tout. Ils sont sûrs d'eux, tu vois, il y a pas de problème de légitimité pour eux, mais je pense que c'est un peu culturel aussi, mais bref. Donc je discute avec mon directeur de master, voilà, je lui explique que j'ai ce manque de légitimité, que je me sens pas à ma place. Il me regarde, il dit rien, il ouvre un petit tiroir dans son bureau, et donc de là, il me sort ces deux petites cartes qu'il y a dans cette mise en scène-là. Et il me dit, mec, en fait, tu te prends trop la tête, t'es déjà en train de faire ce métier, t'es pas Steven Spielberg, sinon tu serais pas là, tu continueras à apprendre, t'évolueras, te prends pas la tête, fais ton job, le reste c'est que du superficiel, c'est que des paillettes. Et c'est pour ça vraiment que j'adore cette interview de Cameron, c'est pour moi ce qui représente le mieux la philosophie entre guillemets derrière le métier de réal en fait. Et je suis complètement d'accord avec lui. En vrai, c'est juste un titre. Et c'est vraiment de cette question de légitimité dont j'avais envie de parler. Il y a quelques mois, j'étais au Salon de la Photo à Paris, sur le stand de l'AOA, pour parler de mon expérience avec les objectifs nanomorphes, ces tout petits objectifs anamorphiques. J'ai eu l'occasion de discuter avec un monsieur, très sympa, hein, soit dit en passant, avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du cinéma. Et il me dit ah bon, t'es réalisateur? Je dis oui, voilà. Il me dit ok, qu'est-ce que je peux voir de toi au cinéma? Et donc là, il rigole et il me dit bah t'es un menteur quoi. C'est-à-dire je suis un menteur et tu mens aux gens. Un réalisateur, c'est un mec qui sort des trucs au cinéma. Et là, je me suis dit ouais ok, je suis vraiment pas en phase avec la manière dont on définit ce métier. Et si tu pousses cette réflexion un petit peu plus loin, ça veut dire quoi? Le chef cuistot du resto à côté de chez toi, tu vas le voir et tu lui dis bah non frérot, t'es pas chef. Où est ton étoile au guide Michelin? Si t'as pas une étoile, t'es pas chef. Ça a aucun sens, on est d'accord. Mais globalement, je pense que je t'apprends rien, c'est un truc un peu culturel. Hein. Le métier de réalisateur, il est pris de fantasmes en fait, on pense tout de suite aux très grands noms, au cinéma, aux Oscars, etc. Et c'est vraiment sans manquer de respect à tous les grands noms du cinéma que je dis ça, mais ces mecs-là, c'est le top 1% de notre profession. Et tous les autres, on en fait quoi? Sous couvert qu'ils n'ont jamais gagné d'Oscar, ils n'ont pas le droit de se dire réalisateur? Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais en vrai, oui, ce métier, il est un peu particulier parce que on va juger notre succès sur notre popularité. C'est culturel, c'est comme ça. Et c'est vrai que se dire réalisateur aujourd'hui, bah, ça peut être prétentieux, ça peut être mal perçu. C'est trop dommage. Parce que, en vrai, bien sûr que c'est un métier difficile dans le sens où c'est dur de gagner sa vie en faisant ce métier. Ça, c'est une réalité. Mais en vrai de vrai, c'est un métier comme un autre. On apprend à utiliser des outils pour raconter notre histoire, exactement comme un mécano utiliserait ces outils pour réparer une bagnole. Et attention, je veux vraiment appuyer la nuance parce que là on parle de la philosophie d'un metteur en scène. Je suis pas du tout en train de te dire que faire un film, peu importe le type de contenu, ce sera une partie de plaisir et ce sera facile. Pas du tout, et c'est pas pour rien qu'on parle de l'enfer de la production, entre les attentes de la prod, du client, du réalisateur, de l'équipe, etc.
c'est même ultra compliqué. Et parfois, rien que le fait de finir son projet dans des conditions convenables, c'est déjà une sacrée récompense. Bon, attention, là on va schématiser, mais en gros le réal c'est quoi? Bon déjà c'est un mec qui a plein de casquettes, mais attention, il est pas multitâche, il est obligé de s'entourer pour aller au bout de sa vision. Et donc j'aime bien faire la comparaison avec le chef de cuisine, parce que un peu comme un chef de cuisine va impulser une certaine dynamique à toute son équipe, le réalisateur lui il va impulser sa vision, et il va emmener les autres avec lui. Être à l'écoute et laisser les membres de ton équipe apporter leur pierre à l'édifice va forcément bonifier ton projet, et c'est là pour moi la magie de notre métier en fait. Oui, on pourrait le faire seul, mais ensemble, on le fait tellement mieux, on va tellement plus loin. Donc c'est vraiment un travail collaboratif où la remise en question et la confiance mutuelle sont super importants. En fait, si je devais donner ma définition du métier de réal, déjà je partirais du terme anglais, director. Pour moi, il représente beaucoup plus le job en lui-même. Alors perso, je le vois de cette manière. Le métier repose sur 3 piliers: la vision, l'acting et la narration. Donc la première mission, ce serait d'orchestrer la vision et la narration d'une œuvre. Comment raconter une histoire cohérente et comment engager émotionnellement le spectateur. Et la deuxième mission, c'est de montrer le sous-texte. Donc en fait, il y a un adage qui dit show don't tell, et on pourrait le traduire par il faut montrer au lieu de raconter. Et en fait, cet adage est là pour nous rappeler que on reste avant tout dans un art visuel et on va raconter une histoire visuellement. Et du coup, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va montrer le conflit, comment est-ce qu'on va montrer les enjeux, comment est-ce qu'on va montrer le sous-texte, ce qui se passe à l'intérieur de nos personnages. Un réal ne doit pas se reposer que sur les dialogues. Il décortique les dialogues, cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur et réfléchit à comment est-ce qu'il va montrer tout ça. Et justement, pour trouver comment raconter, comment mettre en scène visuellement ces dialogues, il va utiliser certains outils narratifs. Perso, j'aime travailler avec des systèmes. Ça veut dire que je vais me faire en fait une petite checklist, une petite liste mentale de tous mes outils que j'ai à ma disposition pour raconter mon histoire. Donc le premier, c'est plutôt obvious, ça va être les visuels. Et là-dedans, je parle vraiment de la grammaire de la mise en scène. Le choix de la valeur de plan, le choix des optiques, les mouvements de caméra. En fait, tout ce travail collaboratif main dans la main avec le chef opérateur. On a aussi bien sûr toutes les questions liées à la lumière, à l'étalonnage des couleurs, etc. En gros, dans ce premier panier, je mets vraiment tout l'aspect visuel, qui soit artistique et technique. Comment est-ce qu'avec une image, on peut raconter notre histoire? Ensuite, j'ai mon deuxième panier, dans lequel je vais mettre l'acting, le lieu et le contexte. Donc là, en fait, c'est plutôt logique. Ça va être le travail avec les acteurs, comment les diriger. En fait, on peut voir la mise en scène comme une danse entre la caméra et les acteurs. Le lien qui les unit, le rapport qu'ils vont avoir raconte une histoire, et c'est ça quelque part la mise en scène. Le choix du lieu aussi, forcément, va raconter quelque chose. Je te prends un exemple tout bête, mais une scène de rupture dans un restaurant bondé ou une scène de rupture à huis clos dans un salon, ce sera pas du tout dirigé, réalisé de la même manière, et ça n'aura pas du tout le même impact sur le spectateur. Donc ensuite, je prends en compte les costumes, accessoires, make-up et coiffure. Le montage bien sûr, ce qui est vraiment la dernière phase d'écriture de notre film, et enfin l'audio, qui est pour moi en tout cas peut-être l'élément narratif le plus sous-coté de cette liste. C'est fou à quel point l'audio peut être un élément de narration mais aussi d'immersion super puissant en fait. Ça te permet aussi de vraiment te connecter avec les personnages sur un plan vachement plus profond et physique. Et alors attention, je te donne cette liste dans cet ordre-là, mais pour moi il n'y en a vraiment pas un plus important qu'un autre. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui est génial avec notre métier, c'est que pour chacun de ces éléments-là, il y a des professionnels avec toi qui vont être là pour apporter, eux, leur savoir, leur expertise et leur sensibilité et rendre notre création meilleure. Perso, même si c'est peut-être pas mon film préféré de Christopher Nolan, je pense en tout cas que c'est son plus maîtrisé. Parce que là, pour le coup, sur sa checklist, le mec, il a poussé le curseur à 100% de tous ses outils narratifs. Ce qui fait qu'en fait, le film, t'as tellement de manières d'interpréter chaque choix de plan, chaque sound design, chaque choix de montage. Et justement, en parlant de montage, un point super intéressant sur Oppenheimer. Alors si t'as vu le film, tu remarqueras qu'il y a plusieurs scènes, on voit à plusieurs reprises dans le film, mais tournées un petit peu de manière différente. Et surtout, la grosse différence dans ces scènes-là, c'est l'étalonnage des couleurs. Une fois, la scène va être en noir et blanc, et une fois, la scène va être en couleur. Et pourquoi Christopher Nolan fait ça? En fait, dans le film, on suit deux personnages. On suit à la fois Oppenheimer et Lewis Strauss, qui va un peu être son antagoniste, entre guillemets. Et en fait, toutes les scènes du point de vue de Lewis Strauss seront en noir et blanc, alors que les scènes du point de vue de Oppenheimer seront en couleur. Et pour moi, ça, c'est absolument génial. Parce qu'en fait, ce que Nolan te dit à ce moment-là, c'est que Lewis Strauss, c'est un personnage qui a peu de nuances. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Noir et blanc. Car le noir et blanc n'a aucune nuance de couleur. Et à l'inverse, quand on est du point de vue de Oppenheimer, lui étant un personnage très nuancé, divagant constamment entre le bien et le mal, là, on le montre en couleur sous toutes ses nuances.
Et du coup, c'est vraiment génial parce que là, Nolan utilise la couleur pour en fait juxtaposer deux points de vue et les opposer d'une manière très simple. Bon, et comme tu peux t'en douter, même si on a beaucoup rigolé en tournant cette petite scène d'intro, c'était pas que pour s'amuser. Non, en fait, je voulais vraiment faire une petite mise en scène pour pouvoir illustrer un petit peu tous ces différents points que je t'avance ici. Alors, je te propose qu'on bascule maintenant sur l'ordi et qu'on discute un petit peu de tout ça. Ce film, frérot. Comment tu veux que je me dise réel après? Pourquoi tu dis ça? Stanley Kubrick. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des mouvements de caméra. Comment est-ce qu'on peut utiliser les mouvements de caméra pour raconter une histoire? Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as deviné de quel film il s'agit. Il est quand même très très haut dans ma liste des films préférés. Donc du coup, on ouvre sur l'image de ce film de Stanley Kubrick. C'est un peu ma manière à moi de dire oui, ok, on va parler de tout ça, les gars, mais attention, on va le faire avec humilité. D'abord, on paye le respect, on rend l'hommage à Stanley Kubrick. On commence par ça, et ce mouvement de caméra, en fait, ce travelling arrière qui sort littéralement de l'écran pour voir apparaître les deux personnages, c'est cette symbolique-là. C'est vraiment l'idée de, ok, on vient de ça, mais ce plan avec ce mouvement de caméra, il nous permet aussi d'établir le lieu et le fait qu'il y a deux personnages. Donc on comprend qu'on est dans un ciné un peu style cinéma d'auteur, qu'il n'y a que deux personnages dans la salle, un peu férus de cinéma qui vont dans les ciné un peu de niche. Là, la preuve, c'est qu'il n'y a personne dans la salle en fait. Ah ok, c'est un monstre. Mais après tout, son job, c'est quoi? Raconter une histoire, diriger les comédiens et avoir une vision. Pas un petit peu réducteur? Ouais, mais en vrai, si tu penses bien, c'est ce que tu es en train de faire là. Alors là, tu vas voir, je vais m'arrêter sur un truc tout bête, mais qui, selon la grammaire du cinéma, est vraiment lourd de sens. Et donc là, il faut se reporter à une vieille règle de la mise en scène, la règle des 180 degrés. En fait, il faut imaginer que dans une scène de dialogue comme celle-là, il y a une ligne imaginaire entre les deux personnages. En fait, la caméra doit forcément se positionner d'un côté de la ligne. Et donc, si tu passes d'un côté à l'autre de cette ligne, ton spectateur risque d'être complètement perdu dans l'espace, de ne plus savoir où il se situe. Et du coup, pour éviter ça, une des premières décisions qu'on prend avec le chef opérateur, c'est de savoir de quel côté de la ligne des 180 degrés on va se situer. Et on reste tout le temps dans cet axe, dans cet arc de 180 degrés du coup. Mais tu peux briser cette règle si tu veux montrer un changement de rapport de force entre tes deux personnages. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Regarde bien. Donc tu vois, on commence du point de vue du personnage un petit peu pessimiste, qui ne croit pas en lui, qui ressent ce manque de légitimité. Et du coup, on le voit de dos. Le spectateur est distant de lui, tout comme le personnage est distant de lui-même. Et en fait, à partir du moment où le personnage de Rémi lui apporte des arguments implacables, à ce moment-là, on saute la ligne, on passe de l'autre côté, parce que là, c'est Rémi qui prend le rapport de force. C'est Rémi qui lead la conversation. Et la mise en scène nous montre que effectivement, c'est lui qui est dans le vrai, c'est lui qui a raison, et c'est lui qui, entre guillemets, remporte le débat. Donc c'est pour ça qu'ici on décide de sauter cette ligne des 180 degrés en fait. T'es en train de nous guider? Tu nous donnes ta vision? Ouais, ok, mais frérot, c'est YouTube. Moi je te parle du cinéma. Des Fincher, des Nolan, des James Cameron, tu vois. Tu réfléchis trop. Tu vois, je te parlais des accessoires tout à l'heure. Là, clairement, c'est un exemple. Cette scène, elle est un peu inspirée d'une histoire vraie. Et en fait, j'avais vraiment envie de ramener cet accessoire-là, les cartes, qui sont quand même très lourdes de sens vu ce qu'il y a écrit dessus, pour les utiliser comme un véritable élément narratif. Lorient, est-ce que tu peux nous envoyer l'interview, s'il te plaît? A lot of people ask me, what's the best advice to someone who wants to be a director? Et là, du coup, on revient sur notre plan du début. Et alors, petite parenthèse, quand un plan dure tout le long d'une scène comme ça, on appelle ça un master. Et ce master ici, il nous permet de prolonger le discours du personnage de Rémi à travers l'interview de James Cameron. Et donc là, tu as remarqué qu'on a le mouvement inverse du début. Au début, on est en travelling arrière, ici, on est en travelling avant. Et en fait, le travelling avant peut avoir plusieurs symboliques, mais l'une d'entre elles, c'est un moment de réalisation pour le personnage. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ici. Tu vois, la caméra, elle s'avance lentement vers cet écran avec l'interview de James Cameron, en fait, et le spectateur se retrouve en fait projeté dans cette interview. The answer I give is very simple. Be a director. Pick up a camera, shoot something, no matter how small, no matter how cheesy, no matter whether your friends and your sister star in it. Put your name on it as director. Now you're a director. On parlait du son. Alors encore une fois, on réinvente pas ici la roue, c'est un détail tout bête, mais regarde l'effet que ça donne. Ici, on a l'interview de James Cameron avec de la reverb, un peu de sound design type ciné. Donc on sous-entend qu'effectivement, cette interview est bien projetée dans un cinéma, donc on est dans un élément intradigétique, qui est interne à la diégèse, interne à notre histoire. Et à partir du moment où James Cameron dit « be a director », vraiment le message clé de son interview, en fait, paf, on la passe en plein écran,
extra diégétique, on a perdu la réverbération, on a perdu toutes les caractéristiques du ciné avec le projecteur, etc. Non, là, on est vraiment dedans. Le son était très distant de toi et d'un coup, tu te le prends vraiment dans la face. Ça donne encore plus de puissance à cette phrase. Alors, je vais pas m'arrêter sur tous les détails et de toute façon, tu l'as vu, on n'a pas réinventé la roue avec cette petite scène. Mais c'est juste pour te montrer que même avec quelque chose d'aussi simple, en fait, tu peux complètement prendre ta liste de tous tes éléments narratifs et pour chacun d'entre eux, te poser la question de comment est-ce que tu peux les utiliser pour pousser ta narration un peu plus loin, pousser ta vision un peu plus loin. Et encore une fois, vraiment merci à Lorient et Rémi qui m'ont vraiment filé un bon coup de main sur ce coup-là. Alors oui, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas un métier facile. On vit dans une époque incroyable au niveau du matériel, mais c'est aussi à double tranchant. Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres n'importe quel réseau social et tu vois du travail de qualité, mais tout le temps, partout en fait, à n'importe quel budget. Et du coup, ouais, il peut carrément y avoir ce syndrome de l'imposteur en fait. Mais en fait, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait dépasser tout ça en fait? Et vraiment, j'ai été plein de fois dans cette situation où en fait, tellement dans la recherche du résultat, que ce soit de l'appréciation, de la validation, qu'en fait, je me concentrais plus du tout sur le process et du coup, je kiffais pas. Alors qu'en réalité, je pense que c'est vraiment un métier de process. Mais attention, je cherche pas du tout à mettre des étiquettes. Au contraire, j'ai horreur de ça. Réalisateur, filmmaker, vidéaste, créateur de contenu, artiste, technicien, peu importe ce que tu dis être, peu importe ce que tu crées, peu importe si t'en fais un métier ou une passion, tant que tu kiffes. Et je veux vraiment pas sonner mégalo, mais cette passion, c'est vraiment un voyage dont on connaît pas la destination. Oui, le premier projet sera toujours mauvais, mais c'est exactement ce qui fait qu'on sera encore plus fier du second. On aura appris. Et aujourd'hui, perso, je pense que c'est vraiment ce dont j'ai envie. Prendre du plaisir dans l'apprentissage, dans le process, à chaque étape du chemin. Je veux dire, si même Spielberg te dit qu'il se sent pas légitime, alors c'est peut-être qu'il faut s'en foutre, non ? Et je te dis ça à toi, mais en vrai, je me dis ça à moi aussi. Et on est toujours là à dire « Ah ouais, mais putain, quand j'aurai ce matos, quand j'aurai cette équipe… » Mais en vrai, c'est un peu bête et je reviens souvent à cette phrase d'Orelsan. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que t'as passé un bon moment et je te dis à très vite. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff are coming around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them, and suddenly one day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, and it'll really become an art form. That's my opinion.